on va faire un truc un petit peu différent du Pass Event d'il y a 2 ans. On a lancé le Walibi Podcast l'année dernière. Et donc, on va le faire sous ce format questions-réponses. Et je vous demande donc de faire un maximum de bruit pour le directeur général du parc, Jean-Christophe Parent. Bonjour à toutes et tous, nous sommes à peu près 1 millier de personnes dans cette salle. Je vous remercie d'être venus tout aussi nombreux pour cette session effectivement du Pass Event. Nous avions fait un premier Pass Event en 2024, il y a 2 ans, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, ben voilà, on vous avait promis que s'il y avait des annonces à faire ou s'il y avait des explications à vous donner, nous serions bien entendu tout cela pour essayer de vous répondre aux questions, y compris les plus indiscrètes, même si évidemment aux questions les plus indiscrètes, j'y répondrai de la façon la plus discrète. Jean-Christophe, je te propose qu'on partage d'abord les 10 dernières années et revenir donc sur les 10 ans de transformation qui nous ont menés ici avec les 10 ans du Pulsar qui étaient d'ailleurs hier. Est-ce que d'abord tu peux me dire un petit peu dans quel état était le parc à l'époque en 2015 avant même l'arrivée du Pulsar? Ah oui, je peux te donner une situation du parc en 2015. En 2015, le parc évidemment était à ce qu'on appelait une phase de maturité, c'est-à-dire que nous étions avec un parc qui était un peu vieillissant, avec un storytelling, ou en tout cas une histoire qui n'était pas très présente, des paysages qui méritaient certainement d'être revus, enfin plein de choses qu'il fallait certainement changer, d'où l'idée évidemment de se dire comment va-t-on essayer de passer cette prochaine étape des 10 prochaines années. On va d'abord commencer avec le Pulsar. Pulsar qui, pour rappel, est une première mondiale, comme il y en a eu beaucoup à Walibi. Comment vous venez sur cette nouvelle attraction du Pulsar, comment elle arrive finalement au parc? En fait, on travaille sur des temps longs quand on discute d'attraction. Et quand je dis qu'on travaille sur des temps longs, c'est-à-dire qu'entre la décision, ou en tout cas les prémices de la décision et finalement la venue de l'attraction et les premiers jours d'opération de l'attraction, il peut se passer entre 2 à 3 années. Donc, en 2013, nous sommes dans un comité de direction. À l'époque, il y avait encore Dominique Fanon. Et nous décidons de dire quel type d'attraction devrait pouvoir être mise au sein du parc. Et on réfléchit, et on n'a pas de budget, il faut dire ce qui est. On n'a pas de budget, on n'a pas une thune, et on essaye de trouver quelque chose d'un peu correct. Et en fait, on va chez les Coma, on va chez Mac, on va chez un certain nombre de fournisseurs, et notre attention est véritablement tournée sur Mac, qui nous propose en fait un prototype qui n'existe absolument pas, dont ils n'ont eux-mêmes aucune idée de ce que ça donnera. Et en fait, nous sommes à la IAPA Europe de, si je me souviens bien, Paris, à l'époque, porte de Versailles. Et je leur dis, ok, Banco, on va avec vous, on fait un partenariat, et puis voilà, le Pulsar, 3 ans après, est mis dans le parc. Et c'est comme ça que le Pulsar est né, mais qui était en fait une des premières pierres avant une grosse annonce du Master Plan de 2017. On va revenir en détail sur toutes les zones qui ont été faites, mais aussi celles qui n'ont pas été faites par la suite. Dans ce Master Plan de 2017, c'est quoi la vision à ce moment-là? Comment on arrive à se projeter et se dire, ok, on va retravailler tout le parc?
À un moment donné, tu dois te poser des questions qui sont différentes de « je mets une attraction après une autre attraction ». Et il faut se poser la question suivante, et on le voit déjà, c'est un peu les prémices des réseaux sociaux, enfin, ça frémit, les parcs fans nous disent « vous êtes quand même pas très exceptionnels les mecs, qu'est-ce que vous pourriez réellement faire ?» Et donc, la question n'était pas de se dire « qu'est-ce qu'on va construire comme attraction ?» mais plutôt « comment doit-on construire une stratégie qui fait que nos clients, nos visiteurs vont réellement se sentir impliqués dedans. » Et en fait, c'est toute la stratégie de la très grande satisfaction clientèle qui est mise en œuvre et qui nous permet, à ce moment-là, avec l'aide de nos amis de la Compagnie des Alpes d'ailleurs, de créer ce master plan. Je te parle de 2014 parce qu'on voit ici 2017, mais en fait, toute cette réflexion a déjà commencé en 2014. On n'a pas fini, on n'a même pas encore mis le pulsar, qu'on pense déjà à que devons-nous faire pour satisfaire correctement nos visiteurs. C'est une grosse prise de risque d'annoncer un master plan parce qu'on voit sur les autres parcs, on va plutôt annoncer nouveauté par nouveauté. Ici, on annonce, ou en tout cas on s'étend sur 10 ans. C'est quoi la prise de risque sur ce genre de choses ? La prise de risque, elle est complètement folle parce qu'en fait, on va, alors qu'on n'a pas une thune, de nouveau, je le répète, on est toujours à la même, on est toujours à la même enseigne. À ce moment-là, on a aussi la chance d'avoir un patron qui s'appelle François Fassier, patron des sites de loisirs, qui nous dit, écoutez, pour le parc Astérix, pour le Futuroscope, pour Walibi Belgium, il faut vraiment qu'on rentre dans une réflexion globale stratégique sur que veut-on faire de ces flagships, que veut-on faire de ces parcs. Et en fait, entre la Compagnie des Alpes et chacun des sites, on réfléchit réellement à ce qu'on souhaite. Et à ce moment-là, on dit, ok, si on veut faire quelque chose, si on veut que ce soit impactant pour nos visiteurs, il faut y aller, il faut taper 100 millions dans le parc. Donc c'est plutôt un fonctionnement Compagnie des Alpes de travailler en master planning. Absolument. Ok. Et quand on annonce à ce moment-là, en 2017, toutes ces nouvelles zones, on le verra par après, effectivement, tout n'a pas été fait comme imaginé, et il y a des zones qui ont changé aussi. Est-ce que toi, à ce moment-là, tu es persuadé de réussir que ça va ressembler exactement à ça dans 10 ans, où tu sais déjà qu'il y a une marge voilà, sur les années, pendant 5-7 ans, où il y a une marge de changement qui risque de s'opérer? Quand tu crées un master planning, tu crées une vision, tu crées une voie, mais tu ne sais effectivement pas si la voie que tu crées, tu vas y arriver ou pas. Encore une fois, c'est un solide pari qu'on a fait. Il se fait qu'on était méga convaincus de ce qu'on présentait, bien entendu. Ça a été en fait, bon, ça peut paraître difficile à croire, mais en fait, ce qui s'est passé, et c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, on n'a pas d'argent, on a des difficultés à avoir des investissements pour ce parc. On a expliqué en un quart d'heure, tu m'entends bien, on a expliqué en un quart d'heure ce plan d'investissement. Et une des personnes que je ne citerai pas aujourd'hui nous a dit « Ok, on y va. Montre en main un quart d'heure. » Comme quoi tout peut jouer en 15 minutes. Ça peut vraiment se jouer. Il fallait avoir la force de persuasion de dire si on ne fait pas ça, on est mort. Et effectivement, ça a mené à plein de choses. D'abord, en 2018, effectivement, la création des Worlds of Walibi et du nouveau Festival World, ne vous inquiétez pas, on en parlera après, je sens déjà que ça frémit par rapport à ça. En 2018, Aqualibi avec la phase 1, le Kiddy Bay, donc on réintègre de la famille dedans, on réintègre de la thématisation, chose qui n'avait pas forcément été mise en place à Aqualibi. C'était vraiment une des priorités du plan à ce moment-là? Alors,
Je reviens un peu sur les mondes de Walibi, parce qu'il faut quand même partir de la genèse du projet. La genèse du projet, c'est de dire Walibi, il faut l'entourer d'une histoire. Et le parc a besoin d'une histoire, le parc a besoin de fondamentaux. Walibi et les Worlds of Walibi viennent de là, en fait. C'est de dire, on va faire explorer monde par monde les choses de manière différente. On ne peut pas simplement mettre une attraction. Aujourd'hui, ce que vous, les visiteurs, les abonnés ici en l'occurrence, demandez, c'est d'avoir des expériences qui sont immersives, des expériences qui sont aussi olfactives et des expériences qui sont aussi sur combien de temps ai-je envie de rester dans cette zone parce que je m'y sens bien. Et tout ça nous a amené effectivement à d'abord créer ces mondes. Et pour revenir à la question de 2018 et de l'Aqualibi, c'est que je trouve que on oublie trop souvent que l'Aqualibi fait partie intégrale du site. C'était considéré à la base comme un peu le parent pauvre du site, et je ne voulais pas ça. Je voulais vraiment que ce parc aquatique, qui est vraiment un parc fantastique, ait l'opportunité de se développer correctement. En revanche, ce qu'on n'avait pas, c'est que quand on regarde la population qui vient justement sur un Aqualibi, c'est toute cette partie plus familiale pour les petits-enfants. Ça manquait vraiment d'attraction pour les petits-enfants. Et donc j'ai considéré à cette époque qu'il fallait commencer par cette première étape qui était Kiddie Bay. Et on verra par la suite, effectivement, Aqualibi a encore reçu d'autres investissements. Mais avant, toujours en 2018, on a le début d'Exotic World avec Tiki Waka. C'est vraiment une priorité d'aller attaquer le fond du parc à ce moment-là ? Pour moi, oui. On avait deux options. Très clairement, il y a l'option qui est plutôt de dire je passe de l'entrée, je vais jusqu'au fond, ou je viens du fond et je reviens vers l'entrée. C'est ça, hein, c'est assez simple, hein, finalement. Le fond était à la fois tellement abîmé, peu attractif, avec une superbe attraction comme le Toutankhamon, que j'ai voulu qu'effectivement on commence par le fond de parc. Et dans cette réflexion sur le fond de parc, il y avait une chose qui était importante pour moi, c'est qu'on enlevait la coccinelle qui, normalement, devait revenir à une autre place. Malheureusement, les inondations nous ont emmenés à faire ça autrement. Et d'y mettre une attraction familiale. Parce que je reste convaincu que les familles, c'est le principal vecteur de promotion d'un parc comme Walibi. D'où on a créé effectivement Exotic World avec le Tiki Waka, avec toute cette zone immersive. Et d'ailleurs, si on regarde le premier design, j'ai toujours dit, les designs qui nous sont montrés, je veux absolument qu'ils collent ou que la réalité colle à ces designs. Et grosso modo, on peut dire que même si on a fait quelques erreurs, parce qu'on fait toujours des erreurs dans un plan, la réalité correspond à peu près au design, à 90%. Et c'est quelque chose qu'on va voir sur la présentation, parce qu'on a toujours le concept art réalité, et on se rend compte encore plus effectivement du suivi du projet. Et puis on reste dans l'investissement famille, avec Karma World en 2019. Là c'est une grosse nouveauté, avec un Dark Ride à ce moment-là. C'est une priorité d'investir dans du Dark Ride ? C'est une priorité de présenter un portefeuille d'attractions varié. Portefeuille d'attractions qui doit être varié en termes de cible, entre les familles, les teenagers, la
la caractéristique intrinsèque de chacune des attractions, de se dire ben, je veux plutôt du coaster des montagnes russes, je veux plutôt de l'attraction indoor, parce que dans un parc comme Walibi Belgique, on est quand même en Belgique, et donc à certains moments de l'année, c'est quand même vachement bien d'avoir des structures qui sont couvertes. Et puis, vous avez aussi des petits kiddie rides, donc des attractions pour enfants. Donc, je trouvais que dans le portefeuille d'attractions, nous avions à la fois une attraction telle que le Toutankhamon, qui est aussi un dark ride, sauf que la différence en Toutankhamon, où on est plutôt sur du décor réel, ici on amenait en plus cette touche un peu plus digitale avec le dark ride interactif Popcorn Revenge d'Alterfest, qui est d'ailleurs, et ça c'était aussi une de nos grandes fiertés, c'est de pouvoir faire participer à notre plan de développement des structures, des sociétés belges, ce qui était le cas avec Alterfest. Et puis à ce moment-là, en 2019, on a aussi l'arrivée de Fun World avec Fun Pilot. Quand on construit une nouvelle zone, c'est quoi? C'est toujours un coaster, une attraction secondaire? C'est à peu près comme ça qu'on construit une zone, à chaque fois un World of Walibi? Il faut s'attendre à ça? Dans les Worlds of Walibi, tu dois retrouver 3-4 choses essentielles. La première chose, tu dois y retrouver des attractions. Alors, si possible, avoir à chaque fois une attraction un peu plus sensation, thrill, et puis une attraction un peu plus famille. Ce couple-là fonctionne assez bien. Après, tu dois pouvoir aussi offrir une offre de restauration, on y reviendra, des boutiques, des infrastructures telles que des sanitaires, etc. Mais aussi assurer d'avoir une décoration cohérente et une histoire cohérente par rapport à la zone. Et c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, chaque zone est typique et nous permet effectivement de passer de monde en monde et d'avoir pour chacun de ces mondes la possibilité d'être reconnu assez aisément. Est-ce qu'en 2019 déjà, on sent dans le ressenti client qu'il y a eu un changement d'image sur Walibi? Oui, très clairement, dès 2019, on voit bien ça dans nos enquêtes de satisfaction, où il y a une augmentation de la satisfaction générale des clients qui est là, et aujourd'hui encore, on constate que cette satisfaction ne fait que monter. 2020, pas de nouveauté, enfin une nouveauté, mais pas forcément celle qu'on attendait, le Covid. Oui. Comment ça s'impacte sur l'investissement, déjà de ce plan d'investissement, et l'impact même dans le parc? Alors évidemment, c'est ce qu'on disait, quand on a une vue, une stratégie globale, la vie elle n'est jamais faite comme un long fleuve tranquille, loin de là. Il peut y avoir des aléas tels que la pandémie qui vient un peu casser la machine, alors que nous étions dans une phase relativement croissante, où les visiteurs étaient super contents d'être là, enfin tout fonctionnait assez bien. C'est un réel coup d'arrêt. C'est un réel coup d'arrêt et il faut bien comprendre que cette année de Covid a véritablement décalé tout un plan. Pas simplement, c'est pas qu'on ne prend pas la stratégie, c'est simplement qu'à un moment donné, quand vous rentrez dans un tunnel comme celui-là, qui est celui de la pandémie de la Covid, tu ne sais jamais quand on va en sortir, et donc tu dois être aussi prudent dans la manière d'avancer sur les investissements, sur la manière de continuer à faire progresser ta stratégie. Puis en 2020, malgré tout, à côté de ça, on a déjà la construction du nouveau World. Mais avant de revenir sur Conda, je voudrais qu'on parle un peu de ce Walibi qui est venu vous faire un coucou d'ailleurs, je crois, juste avant. Les histoires de mascottes à Walibi, on peut faire une petite série de Netflix. Là, sur cette arrivée, ça fait partie des Worlds of Walibi d'arriver avec ce nouveau personnage? Ouais, alors là, je pense que je vais discuter avec au minimum la moitié de la salle. Ceux qui sont fans des Wabescums, bouchez-vous les oreilles. On ne veut pas que vous soyez attaqués. Non, mais globalement, ce qu'on avait remarqué,
Alors les Web Skunks, ils avaient certainement leur raison d'être quand on les a créés, mais ce qu'on avait quand même remarqué, et des études le démontraient aussi, c'est que la mascotte avait quand même perdu un peu de son appétence par rapport au fait que les gens aient envie de l'embrasser, tu vois, par exemple. Et il se fait que moi qui suis là maintenant depuis à peu près 25 ans, ben j'ai remarqué quand même qu'au début de Walibi, et puis en 2006 avec le retour de Walibi, Walibel, etc., et les gens étaient quand même très attachés à avoir plutôt une mascotte plus en rondeur, plus douce, plus amicale quelque part, moins peut-être... moins rock'n'roll. Moins rock'n'roll certainement, plus conventionnelle. Et donc on a décidé à ce moment-là justement de refaire en sorte que la mascotte soit plus dans ce que notre visitorat nous demandait finalement. Et puis 2021, en dehors de cette arrivée, c'est aussi l'arrivée d'une deuxième mascotte, on peut presque dire ça, le Conda. À quel moment le Conda arrive sur la table, déjà en termes d'histoire, comment on arrive à ça, sachant que le Conda, à l'époque de 2017, c'est le plan qu'on voit ici avec une zone qui est un petit peu différente, est déjà annoncé. Ouais. Alors, en fait, j'insiste à chaque fois là-dessus, c'est que Conda, il y a des temps longs, enfin tout investissement en temps long. Donc vous imaginez bien que avant 2020, on est déjà en train de discuter du Conda. Le problème, c'est que la Covid passe par là, et donc il a fallu à l'époque qu'on y aille avec une vraie force de persuasion pour démontrer que malgré tout, il fallait continuer ces investissements. Ok, il fallait certainement les décaler, et ça, il n'y avait pas de doute, puisqu'on ne savait pas véritablement quand on allait sortir de cette pandémie, mais il fallait aussi garder le cap. Donc, on a été confronté à un moment donné à des personnes qui voulaient absolument pas voir Conda arriver, et finalement, je suis parvenu, entre autres avec François, à convaincre ces personnes qu'en fait, s'il fallait continuer, quand tu traces une ligne, il faut y aller. Et ok, il va y avoir des obstacles, ok, le chemin il va être semé d'embûches, mais il faut y aller. Et on a résisté, et c'est ce qui nous a permis d'avoir en 2021 le Conda, qui est absolument passé complètement inaperçu d'ailleurs en 2021. Je rappelle qu'il n'y a pas véritablement eu de publicité qui a été faite là-dessus, il n'y a pas eu d'inauguration sur le Conda, enfin, c'est une attraction qui a été depuis le départ totalement sous-estimée parce que malheureusement on n'a pas pu non plus, je dirais, la promotionner de la manière dont on aurait souhaité la promotionner, ce qui nous a certainement coûté des prix. Malgré ce manque de marketing, il y a quand même un impact direct sur les visiteurs à ce moment-là, à l'ouverture. Je crois qu'effectivement, les premiers visiteurs qui montent sur le Conda définitivement ont compris qu'on avait tout compris à leurs besoins et à leurs désirs. Et ça place Walibi sur le paysage des parcs attractions. Tu sens que Walibi passe à un nouveau step avec l'ouverture d'un Conda? On passe complètement à un nouveau step. Et si tu reprends un petit peu le design de départ, si on peut, c'est pas que sur le Conda. En fait, là, vous voyez un petit peu le design qu'il y avait. Une espèce de restaurant africain, ouais, mais qui est pas du tout mis dans le sens où il est mis aujourd'hui. Donc en fait, la Covid nous a permis, malgré tout, de repenser nos plans, y compris certains designs qui étaient en fait mis à l'envers. Le restaurant tel qu'il est là, normalement, vous devriez passer face au Kikiwaka. Eh bien non, aujourd'hui on passe face au Conda. Pour deux raisons. Une raison de flux, dans un premier temps, qui est beaucoup plus naturelle quand on nous fait passer entre le Nsoso et le Conda. Et la deuxième raison, c'est que, en termes de captation de nos visiteurs vers ce restaurant,
le fait de l'avoir inversé nous a permis effectivement d'avoir une captation différente. Donc, c'était la Covid aussi une opportunité de rechallenger un certain nombre de choses qui avaient été mises dans le master plan de 2017. Donc, dans toute difficulté, il y a toujours une opportunité. Pour rester sur les difficultés, hélas, donc là vous le voyez, la zone est belle, c'est joli, ça vient d'ouvrir, on est hyper content, quelques mois après. Voilà. Innovation. Ben, comme diraient certains, les emmerdes quand ça vole en escadrille. Hein, donc, après effectivement la Covid, on se prend le 14 juillet 2021 les inondations. Voilà, c'est des choses qui arrivent, ce sont des aléas climatiques. Il ne faut pas se leurrer, ces aléas climatiques, un jour ou l'autre, ils viendront. Il n'y a pas de... Donc on vit avec... là-dessus, donc on doit vivre là-dessus. On doit vivre avec ça. Oui, c'est ça, on doit vivre avec ça. On doit vivre avec ça. On doit vivre avec ça. Et à l'époque, bon, vous imaginez bien qu'on est un peu désespéré. On est avec nos cuissardes, on est le 15 juillet. Je reviens de Paris parce que moi j'étais à Paris le 14 juillet, je m'en souviens comme si c'était hier. Je reviens de Paris, je mets mes cuissards, je suis encore avec François Fassier qui met ses cuissards. On est dans le parc, on se dit on est vraiment bien dans la merde, hein, voilà, hein, disons les choses comme elles sont. On a de l'eau jusque-là, hein, donc moi je suis pas très grand, enfin bon, tu peux imaginer qu'il y a quand même de l'eau jusqu'à un certain niveau. Et à ce moment-là, il y a une machine qui se met en marche qui s'appelle la Compagnie des Alpes. Ça peut paraître bizarre que je parle comme ça, un petit peu entre les soupes et les patates de la Compagnie des Alpes. En fait, la Compagnie des Alpes va nous être d'un support exceptionnel à partir de ce moment-là. On a le CEO de la Compagnie des Alpes qui vient, et lui, il est toujours d'un support exceptionnel aussi. Il va me dire, écoute, c'est vraiment triste ce qui arrive, mais je crois dans la résilience de tes équipes, je crois dans la force de tes équipes, et je suis sûr que le 2 octobre, tu vas pouvoir ouvrir le parc pour Halloween. Et le 2 octobre? Et le 2 octobre, on a rouvert le parc pour Halloween. C'est dans ce moment-là qu'on voit vraiment la force de l'équipe qu'on a réussi à construire? Je n'ai jamais eu d'hésitation sur le fait que nos équipes soient non seulement des professionnels de l'accueil, des professionnels du divertissement, mais je n'ai jamais eu non plus le moindre doute sur le fait que quand il fallait se serrer les coudes et aller de l'avant, ils étaient en capacité de le faire. Je tiens encore une fois à les remercier. On est 5 ans plus tard, ça m'émeut toujours. Et effectivement, je crois que c'était une période relativement difficile pour eux comme pour nous, mais clairement, moi je suis fier de travailler avec eux au quotidien, et j'espère qu'ils le sont de travailler avec moi, mais c'est clair que c'est eux qui font la beauté du parc, c'est eux qui font que tout au long de ces années, vous avez pu vivre toutes ces joies et tous ces émerveillements au sein du parc. Je pense qu'on peut encore les applaudir un petit peu. 2023. Alors tout le monde s'attend à un Twist and Splash Mac, on va revenir un peu après dessus. Et venu de nulle part, Walibi hack ton PC d'ailleurs, c'est ça la vidéo, hein. Il hack ton PC, il commande un Silverton, quelques mois après le Silverton est livré. Est-ce qu'on se parle vraiment de quelques mois? Comment ça ce Silverton débarque? En fait, le Silverton, c'est une histoire un peu bizarre, mais voilà, elle est là. C'est une attraction qu'on a juste été piqué à Frépertuis. Qu'on embrasse d'ailleurs. Ah, voilà, il faut dire ce qui est. Et on demande aux gens de Frépertuis, franchement, ce que vous avez fait là, on trouve que c'est génial. C'est une super attraction familiale. Je trouve qu'on doit continuer à investir dans les attractions familiales. Et vous avez un concept exceptionnel. Est-ce que vous seriez OK que je puisse juste reprendre votre concept et le mettre dans notre parc avec une vision pour moi qui est celle de comment est-ce que je vais à un moment donné créer une cohérence avec Adventure World.
Et le Silverton arrive comme ça, tout simplement. Donc malgré un plan d'investissement établi, s'il y a un coup de cœur ou une bonne idée, on peut changer complètement le plan et se dire ok, on va là-dessus parce qu'on y croit. Ouais, exactement. Je pense que c'est une ligne, c'est une voie qu'on trace avec la stratégie de master plan. Maintenant, il faut pas se brider et rester là-dedans, enfermé dans un carcan. Il faut avoir la possibilité, quand on considère qu'on a de réelles opportunités, de pouvoir légèrement dévier de la trajectoire. Mais quand on dévie légèrement de la trajectoire, c'est pas grave, on reprend la trajectoire par après. Walibi Belgium, c'est aussi connu pour sa saisonnalité, notamment Ibilo, on vous en parlera pas aujourd'hui, mais il y aura du lourd. C'est aussi connu pour sa saisonnalité, et en 2023, l'arrivée de Walibi Winter. Oui. Comment ça arrive, Walibi Winter, au niveau du parc, déjà, en termes d'historique, et à côté de ça, c'est quoi ta satisfaction actuelle de Walibi Winter? Comment tu le vois se développer? Alors, Walibi Winter, en fait, c'est déjà pris à partir de 2017. Pourquoi est-ce que je dis que c'est déjà pris à partir de 2017? Parce que, justement, dans la trajectoire, c'est aussi de se dire quelles sont les périodes de l'année où on peut se permettre d'ouvrir le parc. Et Winter n'était pas véritablement une période où on pouvait ouvrir ce parc, que du contraire. On était un parc saisonnier, plutôt un parc qui ouvrait d'avril à septembre dans un premier temps, puis on a été un peu plus loin, jusqu'à novembre. Et là, on s'est dit, il y a quand même un coup à jouer sur Winter. Donc on est en 2017. Et donc j'emmène un certain nombre de personnes avec moi dans mes valises. Et on part du côté de Göteborg, on part du côté de Tivoli au Danemark, de Liseberg, de Phantasialand. Enfin, tous ces parcs qui, à l'époque, ont déjà effectivement un événement Noël. Et Europa Park aussi d'ailleurs. Et la réflexion était assez simple, c'était comment peut-on implémenter ce type de projet au sein du parc? Bon, on voyait que au niveau des concepts, c'était super. Après, il y avait un très 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 gros travail d'infrastructure. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ouvert avant le 2023? Ben, tout simplement parce qu'on n'était pas préparé. Il faut bien comprendre que ouvrir un bloc sanitaire ici, en décembre, c'était pas possible avant. Tout simplement parce que nous n'avions pas des tuyaux qui étaient enterrés aux bons endroits, qui étaient hors gel, comme on dit. Donc on ne pouvait pas faire ça. Au niveau de la boucle d'eau, c'était la même chose. On était en incapacité de produire, enfin pas de produire, mais d'amener l'eau jusqu'à nos restaurants pour pouvoir justement amener de l'eau à tous les niveaux du parc. Et donc, on a été plus contraint par des problématiques d'infrastructure que par des problématiques de concept. Le concept, on y croyait déjà. Fallait l'infrastructure, ça demandait un certain temps. Et en fait, l'infrastructure, comment est-ce qu'elle est venue? Tout simplement en créant les mondes. Donc, quand on a créé les mondes, à chaque fois, évidemment, on s'est dit, on va faire en sorte que l'infrastructure soit en capacité d'accueillir un produit tel que Winter. Voilà, c'est parfois aussi bête que ça, mais c'est ça la réalité de pourquoi attendre 6 ans avant de faire Winter. Et comment tu te projettes sur ce Walibi Winter? Parce vous avez fait le choix d'investir beaucoup dès le début et de couvrir déjà une grande partie du parc. Comment on voit l'avenir de cet événement? Moi je le vois de manière brillante. On a eu jusqu'à présent 3 événements Winter. On va continuer à promotionner cet événement Winter qui n'est pas encore totalement installé. Oh, bonjour Dominique. Bonjour Dominique. Qui n'est pas encore totalement installé, mais que je pense on est encore en capacité de faire évoluer.
On l'installe, et puis petit à petit, on amènera encore des évolutions à cet événement, mais j'y crois dur comme fer. J'y crois vraiment dur comme fer. En plus de l'ouverture de Walibi Winter en 2023, à la même période, c'est un gros investissement avec Surf Bay, qui est les tout nouveaux toboggans Pro Slide. Donc on est d'abord 2018 avec un investissement famille. Il revient l'idée de moderniser les toboggans et d'ajouter une grande tour à Walibi. Ça c'est aussi une priorité qui n'est pas dans le plan de 2017 par exemple. Ça c'est à la fois, comme tu le sais, j'ai été visiter pas mal de parcs aquatiques tout au long des années précédentes, 2023. Je suis allé à Dubaï, je suis allé dans pas mal de pays pour justement visiter les parcs aquatiques. Et clairement, pour moi, l'Aqualibi lui manquait, à l'exception du Rapido, qui est pour moi l'icône des icônes mythiques de chez Mythique, il manquait quand même une tour un peu plus sensationnelle, tout en restant familial dans son concept. Donc il fallait quand même un peu se gratter la tête pour trouver les attractions qui fonctionnaient. Et donc je les ai trouvées quelque part, à la fois chez ProSlide et à la fois en les essayant un peu dans tous les pays où on a pu aller essayer. Et je me suis dit, ça c'est le projet qu'il nous faut. Encore une fois, on n'a pas la slide concernant le tout premier projet, oui, qui n'a rien à voir. Qui était le tout premier projet, celui d'ailleurs, je pense, qui se trouve dans le master plan, ouais, qui n'a absolument plus rien à voir avec ça. On doit aussi s'autoriser à certains moments de modifier les projets, de telle sorte à ce qu'on puisse avoir quelque chose qui est réellement adapté aux besoins de notre visitorat, d'une part, et à ce qu'on veut réellement offrir, d'autre part. Et je crois, Jean-Christophe, par rapport à ce projet, qu'on a déjà une première annonce à vous faire. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça? Voilà. C'est pas RMC qui t'instruit. Alors, effectivement, aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'utilise peut-être pas de manière la plus efficace la web. On a aussi, comme tu le sais, une vraie culture du RSE. Donc, et dans le RSE, il y a une partie économie d'énergie, durabilité et autres, à laquelle on est particulièrement attaché. Et donc, ça me paraissait être une hérésie de ne pas, à un moment donné, couvrir cette vague de telle sorte à ce qu'on puisse, et dans un premier temps, parce que c'est quand même ça l'essentiel, continuer à donner à nos visiteurs, à nos abonnés, un produit de qualité. Aujourd'hui, je considérais que le produit n'était pas complètement abouti. Avec la couverture de la vague, je pense qu'on va pouvoir profiter mieux de cette partie de l'Aqualibi. On peut s'attendre à des travaux pour quand? Alors les travaux, ils auront lieu principalement en octobre. De cette année? De cette année, ouais. De cette année, de telle sorte à ce que pour l'hiver, ça soit OK. On va commencer déjà à avoir des éléments qui arriveront sur le site ici en août-septembre. Et donc, on continue à travailler le temps d'avoir le permis, hein, parce que c'est important d'avoir le permis. Sachant que pour l'instant, je crois que c'est du sur-mesure ProSlide. Pardon? C'est du sur-mesure ProSlide. C'est du sur-mesure de ProSlide. On a étudié ça avec eux. Ils ont fait un travail formidable, quelque chose qui me semble être totalement intégré, parce que ça aussi, c'est quelque chose auquel nous tenons. C'est que l'ensemble soit beau et intégré, et je pense qu'ici on a quelque chose qui va plutôt bien. Repartons maintenant sur Walibi avec Doc World en 2025. C'était à cette occasion qu'on avait pu faire le tout premier Pass Event par ailleurs.
C'est quoi ton analyse de DocWorld maintenant que c'est construit, maintenant que c'est là? Si on revient il y a 2 ans, on était, je crois, en chantier. À ce moment-là, on avait reveal le premier on-ride de Mécalodon. C'est quoi ton ressenti maintenant sur DocWorld en 2026? Là aussi, c'est une grande fierté de la part, c'est une grande fierté pour moi, mais surtout pour les équipes, d'avoir de nouveau complètement collé un design, d'avoir complètement fait en sorte que ce qu'on avait produit comme dessin au départ, eh bien on le retrouve dans la réalité. C'était aussi pour moi quelque chose d'essentiel. Encore une fois, DocWorld, à la base, ça existe, mais absolument pas dans notre plan d'investissement. Ça n'existe pas dans notre plan d'investissement. C'est un jour, de nouveau, mon comité de direction qui me dit « Écoute Jean-Christophe, parce que bon, le fait d'avoir une équipe, c'est quand même plutôt bien. Hein. Ça vous permet de vous challenger d'une part, ça vous permet de vous donner des idées et de vous nourrir d'autre part. » Et donc, le comité de direction me dit « Écoute, on a des coasters, c'est vrai, mais on n'a pas vraiment un coaster familial. Et il faudrait qu'on ait un coaster familial, mais qui respecte l'ADN de Walibi. Et l'ADN de Walibi, c'est les sensations pour tous. Donc inévitablement, de nouveau, on a un peu questionné le marché, et on est arrivé chez Gassower qui nous dit, écoutez, on souhaiterait lancer notre nouveau type de coaster, un Family Launch Coaster. Est-ce que effectivement ça rentre un peu dans votre philosophie, dans ce que vous souhaiteriez? Et donc, inévitablement, on a dit banco, on y va, on le fait. Et j'ai surtout voulu qu'on soit dans une atmosphère portuaire. On avait DocWorld, le DocWorld qu'on connaissait n'était pas totalement, pour moi, abouti d'un point de vue design d'une part, mais aussi storytelling d'autre part. Il ne racontait pas véritablement l'histoire. Ici, avec DocWorld, on a à la fois le côté familial du côté Mécalodon et le côté un peu plus sombre avec la turbine, le flashback, etc. Ce qui nous permet aujourd'hui aussi d'avoir pu remettre au goût du jour certaines attractions qui me paraissaient un petit peu désuètes en termes de teaming et de décoration. Et donc, je crois qu'on est arrivé aujourd'hui avec DocWorld à avoir la bonne synthèse de ce qu'on attendait et je pense que le résultat est là. Le résultat, d'un point de vue satisfaction clientèle, il est là. DocWorld en tant que tel est fortement apprécié et évidemment Mécalodon fait partie du top 3 des attractions plébiscitées par l'ensemble de nos visiteurs. Donc une fois DocWorld construit, parce qu'on va parler évidemment de festival qui va toucher un public un peu différent sur le nouveau RMC. En 2025, tu te dis, vous êtes fous, tu te dis, ok, on a réussi maintenant à avoir un vrai portefeuille d'attractions pour les familles. Ça, c'est une réussite. Je me dis surtout que on a mis Popcorn Revenge, on a mis Silverton, on a mis le Mécalodon, bien entendu, on a mis Fun Pilot, on a mis Tiki Waka. Donc sur les quelques attractions qu'on a mis, quand on regarde bien, on est plus sur de l'attraction familiale et dans le portefeuille en plus un peu varié, sans parler évidemment de Kiddie Bay et de Surf Bay. Voilà, on se reconcentre évidemment sur ce public plus familial. Pense qu'à un moment donné, il faut faire plaisir à nos ados. C'est vrai. Et à nos fans. Et à un public un peu plus averti, peut-être un peu plus jeune adulte aussi. Voilà. J'arrive pas à savoir s'ils applaudissent pour la nouvelle stratégie FNB ou s'ils applaudissent pour le RMC. 2026, une des nouveautés, on l'a déjà vu avec la pita, le burger, etc., c'est de s'associer avec un chef bar de Potter. Comment vient cette stratégie FNB et est-ce que finalement cette stratégie FNB, elle ne fait pas aussi partie de ce master plan? Si, elle fait complètement partie du master plan.
Il faut juste pouvoir lancer les choses au bon moment et avec les bonnes personnes. Il se fait que, je vous le dis en toute honnêteté, je ne suis pas complètement séduit toujours par la restauration qu'on peut offrir à nos visiteurs. Et donc, je veux absolument me retrouver dans une restauration plus durable, plus qualitative et si possible pour un prix équivalent. Donc ça c'est effectivement la stratégie et le fait de s'adjoindre les compétences d'un chef quand même doublement étoilé Michelin nous permet effectivement d'avoir accès aussi à des produits, à des fournisseurs qui eux sont en capacité de nous amener à un niveau supérieur à ce qu'il est aujourd'hui. Alors, on ne va pas changer du tout au tout et demain, on ne va pas devenir le parc gastronomique 4 étoiles, c'est pas du tout ça le sujet. Ce qu'on veut faire avec Barthes, c'est faire plus du fast-food, mais du fast-good food. C'est ça la différence. La deuxième chose qu'on veut faire, c'est que on sait que vous venez pour les attractions. Tout le monde le sait. Enfin, il n'y a pas de secret par rapport à ça. Par contre, on voudrait que vous y restiez pour le goût. Donc pour l'offre de restauration qu'on va implémenter ici, et on va se donner, soyons clairs, hein, le master plan c'est 10 ans, l'offre de restauration c'est une stratégie qui va être déroulée sur un horizon de 1 à 3 ans. On a décidé pour cette présentation d'être complètement transparent avec vous et de vous parler aussi de ce qui n'a pas été fait. Mais avant de vous parler de ça, je veux juste qu'on regarde cette timeline et de se rendre compte du nombre d'investissements. C'est quoi ce qui te rend le plus fier sur ces 10 années de transformation? Bon, il n'y en a pas une qui est particulière par rapport aux autres, parce que pour moi, le plan de développement n'est pas complètement achevé à date. Par contre, quand on voit effectivement que depuis 2016 jusqu'à 2025, à l'exception de l'année 2020, même s'il y a eu évidemment la mascotte, je pense qu'on a aussi démontré notre ambition et notre volonté de faire de ce parc à la fois un parc de référence sur la Belgique, mais on essaye effectivement de le pousser comme parc de référence plutôt européen. Et ouais. Je pense que les investissements à venir vont encore plus permettre de le positionner. Quand la stratégie, tu voulais répondre à ça? Ah oui, moi je l'espère, mais bon, oui. On verra. Hein, on va voir on verra, ce que vous en pensez. Quand la stratégie évolue, la place d'entrée. Alors attention, ce qui est montré ici, ça ne veut pas dire que ça va être fait, si j'ai bien compris. Que du contraire. Que du contraire, tu as effectivement signalé que dans une stratégie, il y avait des choses qu'à un moment donné, il fallait abandonner ou revoir. La place d'entrée telle qu'elle est là aujourd'hui, in fine, si on y pense, c'est super, c'est génial, on pouvait même encore faire mieux. Quand on fait des dessins, ils sont tellement léchés que ça nous fait tous rêver. Ceci étant dit, est-ce que vous préférez que nous mettions de l'argent dans le parc pour de l'attractivité ou pour un endroit où vous passez exactement 2 minutes 30? Voilà. Je pense qu'on est tous d'accord sur le constat. Et donc, évidemment, il faudra qu'à un moment donné, on fasse évoluer cette place d'entrée, mais on ne va pas y consacrer des millions et des millions, parce qu'aujourd'hui, on considère que ce seraient des millions perdus ou mal utilisés par rapport à ceux qu'on pourrait investir dans le parc. Donc ce concept art, on ne peut plus le prendre en exemple de ce que pourrait devenir la place d'entrée de Wallis. Absolument pas. Et d'ailleurs, je ne le fais pas.
suis allé trop vite. Et d'ailleurs, je ne le fais pas sans raison. Encore une fois, quand je regarde les entrées, et je ne citerai pas pour le coup les parcs, mais quand je regarde les entrées d'autres parcs, même de très grands parcs du côté d'Orlando, ça casse pas toujours trois pattes à un canard. Hein. C'est des entrées relativement simples qui ont pour seul objectif de faire entrer les clients dans un univers, et l'univers, il est derrière l'entrée. Donc voilà. À côté de ça, on en parlait un petit peu avant avec ce Twist and Splash Mac. Ça aussi, on peut partir du principe que c'est plus du tout à l'ordre du jour. Alors je vais combler en attendant. À partir du moment... Le micro est en place, on est bon ? Ouais, c'est magnifique. À partir du moment où le mégalodon passe quand même un peu sur l'attraction, ça risque d'être compliqué d'aller mettre une attraction. Et on voit toujours la Gold River d'ailleurs ici. Hein. On voit d'ailleurs toujours la Gold River qui restait dans les plans. Donc comme quoi, dans notre stratégie, oui, Dock World, il fallait le faire. Oui, il fallait y amener de l'attractivité. Alors ici, il se fait que c'était dans la partie plutôt Adventure World. Mais voilà, là, ça va pas être possible pour des raisons physiques. Plutôt physiques, oui, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'Adventure World, ce soit la prochaine zone après Festival World à être travaillée ? C'est une excellente question, merci de me l'avoir posée. Avec plaisir. Ce qui est bien, c'est que tu ne me mets jamais dans l'embarras. Mais clairement, il va falloir travailler la zone Adventure World. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, le fait de mettre le Silverton à la place où on l'a mis, pour créer du lien avec la zone italienne et Adventure World, et rendre cette zone de manière cohérente, il faudra le faire un jour. À date, je ne peux rien annoncer là-dessus, mais c'est pour moi inscrit dans la stratégie. Voilà, vous avez l'info. Attention, s'il vous plaît, ne faites pas de crise cardiaque. Ça, c'était la zone du loup-garou. Pourquoi en 2017, donc la zone du loup-garou, je crois qu'elle est prévue dans les horizons 21, quelque chose comme ça. Pourquoi finalement ce qu'on va avoir ne ressemble plus du tout à ça, et pourquoi c'est pas fait au moment indiqué? Bon alors, déjà, on avait l'ambition, enfin, on ne se rend pas compte ici, on est en 2025, mais l'ambition était, si vous vous souvenez bien, à l'époque, de faire un master plan qui allait de 2017 à 2023. La zone loup-garou était prévue pour 2022. Je te rappelle qu'on a eu deux petits événements un peu consécutifs qui s'appellent la Covid d'une part et les inondations d'autre part, qui font qu'on a été quand même un peu arrêté dans nos plans de développement. Au départ, il n'était pas envisagé d'imaginer que le loup-garou disparaisse du paysage. Et donc, effectivement, c'était bien la zone loup-garou, où on souhaitait simplement, à l'époque, refaire, démolir toute cette ligne de jeu, démolir le Pizza Solo, et refaire, évidemment, un espace beaucoup plus cohérent, toujours sur la thématisation de la Nouvelle-Orléans. Donc ça, on n'a pas changé sur le fait qu'on se dit, cette zone, il nous la faut, et il nous la faut dans cette thématique-là. Le siège qui était là, c'était le siège du roi Carnaval, d'ailleurs. Okay. Donc voilà, on était vraiment déjà dans cette philosophie et dans cette vision de ça sera sur le thème du carnaval. Et dans le restaurant qui était prévu, qui s'appelait d'ailleurs Carnaval Restaurant, juste comme ça, il y avait la vision, c'était de placer un food court avec plusieurs types de restauration. Une restauration italienne pour le carnaval de Venise, une restauration cajun
pour le carnaval de la Nouvelle-Orléans, une restauration plus brésilienne avec de la churrascaria, etc., etc., et une restauration, je ne sais plus laquelle. Enfin, il y avait 4 types de restauration dans ce bâtiment, et le bâtiment devait représenter un hangar de chars de carnaval. Okay. Il y a des choses qu'on a gardées dans les idées, et il y en a d'autres qu'on a éliminées parce que ça ne fera pas. Lundi, une vidéo est sortie à 13h. Je vous propose qu'on la regarde. Festival War 2028 C'était demandé, c'était attendu, ouais. C'est fait, et pas à moitié en plus. On l'espère. À quel moment vous prenez la décision déjà de repartir à zéro et de dire, ben voilà, la zone qu'on a vue, qu'on vous a montrée, elle va plus du tout ressembler à ça? Bon, en fait, aujourd'hui, on peut vous le dire, on s'est vu en 2024, mais en fait, en 2023, on discutait des jeux du RMC. Donc, en avril 2023, on commence à parler, du RMC. Et en fait, petite anecdote. Je suis dans le secret. Petite anecdote, effectivement, on se retrouve à Orlando, tu es avec moi d'ailleurs à Orlando, je dis viens un peu voir un truc avec moi. Moi je suis comme un fou, hein, vous imaginez pas. Viens avec moi, on est en novembre 2023, j'invite Erwan et d'autres personnes d'ailleurs, on est à Orlando, et on se dirige vers le stade de RMC, il ne sait pas trop où on va. Puis on monte chez RMC, alors là il se dit bon, il y a quand même quelque chose qui va se passer. Et là, on nous montre la première vidéo de l'attraction qu'on va certainement, à un moment donné, construire ici sur le site. La vidéo, vous ne la verrez pas, évidemment. On ne peut pas tout vous donner tout de suite. Hein. Oui, j'imagine que vous êtes choqués, déçus. Pourquoi est-ce qu'on ne vous la montre pas, la vidéo? Tout simplement parce que la vidéo qu'on a en 2023, évidemment, il y a toujours des grands malades qui sont aussi au niveau de la Compagnie des Alpes, dont un qui s'appelle Julien Simon, que vous connaissez peut-être. Donc, c'est le jeune homme à l'arrière, et puis vous avez Fabien qui est lui le jeune homme à l'avant, et puis il y a le gros qui est là. Le jeune homme à la gauche. Et ça c'est moi. Et là en fait, on est déjà en juillet 2025, et on monte les premiers designs du master plan Festival World. Donc, entre 2023 et 2025, on a déjà beaucoup travaillé dessus, on a déjà revu parce qu'on a la chance d'avoir chez RMC aussi des gens tout aussi allumés qu'un mec comme Julien Simon, et donc le fameux Joe là, que tu connais, et donc à partir de 2025 on est parti et on se dit master plan et concept thématique 2028. Donc on sait qu'on va la créer en 2028, 2023, 2028. C'est des projets qui prennent 5 années entre les premières discussions et le fait de voir dans le parc le RMC. Ça me tenait à cœur aussi de mettre cette petite photo. Là, on est où? On est encore à Orlando? Ouais, là, on est à Orlando. Et là, la main ne doit pas trembler parce qu'il faut signer le contrat. Donc là, on signe le chèque. Que dis-tu? Là, on signe le chèque. Là, on s'engage. Là, on signe. D'ailleurs, tu vois Joe, là, qui est derrière avec la casquette, qui est le designer qui conçoit les rails de RMC.
Et il est un peu inquiet, hein, comme tu vois. Il se dit, oh là là, faut que ça se fasse. Le montant, il a l'air astronomique. On va parler des choses qui vont disparaître. On a beaucoup parlé du loup et on a injustement pas assez parlé du 4D, je comprends pas. À quel moment vous vous dites, dans la création de festival, le 4D, on va pouvoir s'en passer et on va le détruire, lui aussi? Alors le 4D, c'est un truc fantastique. J'ai mon directeur financier qui me dit, écoute, on s'en fout du 4D, c'est une merde. Bon, je trouve qu'il a quand même reçu SpongeBob. C'était super. Je trouve qu'il a quand même reçu les Wab et les Skunks. Enfin, tu vas peut-être un peu fort sur le fait de dire que c'était une merde. Moi, je trouve que c'était une attraction qui, en son temps, avait de l'allure, se tenait bien. Aujourd'hui, évidemment, elle a peut-être plus totalement sa place au sein du parc. Et il dit, et si on faisait passer le RMC dans le 4D? Je lui dis, écoute, t'es un excellent financier, mais peut-être que pour les concept art, on va laisser ça à d'autres. Et finalement? Mais finalement, il est décidé de détruire ce 4D, tout simplement parce qu'on va avoir besoin de place pour construire une nouvelle gare. Et on en reparlera un peu de cette gare. Le loup-garou. Ça crie moins que pour RMC quand même. On sent que vous avez déjà commencé à passer le step d'après. Le loup-garou, donc en 2017, tu me confirmes qu'il n'y a pas du tout cette idée du RMC? Absolument pas. Comment ça vient, l'idée de dire, ok, bah, le loup-garou, il est temps pour nous de lui faire une deuxième vie? Bah, j'ai l'occasion d'aller faire un thème à Walibi Holland, j'ai l'occasion d'aller faire un Iron Gwazi à Tampa, j'ai l'occasion d'aller faire un Zadra en Pologne. Et donc, je me dis, ouais, finalement, un coaster en bois, c'est super, mais s'il y avait moyen quand même de lui mettre de l'acier pour qu'on puisse faire d'autres petites choses, ce serait sympa. Et déjà dans ces tests-là, tu te dis, quitte à le faire, autant partir plutôt sur un Iron Gwazi ou un Zadra qu'un Octane. En termes de taille. Ouais, tu me poses toujours les questions. Ouais, je me pose pas la question. Moi, je dis juste, parce que c'est comme ça que je fais, hein, généralement. Dites-vous bien que tout ce qu'il y a dans le parc, c'est absolument pas moi qui design. J'ai pas du tout les compétences pour faire ça. Donc je dis à chaque fois à Julien Simon, Julien, s'il te plaît, est-ce que tu peux t'occuper du projet? Et donc, je sais pas ce qu'il a inventé, moi. Mais tu sais que probablement, voilà. Mais je sais que ce qu'il va faire, ça va être une tuerie, oui. Voilà. Après, c'est vrai que je lui dis, bon, si tu peux me faire autre chose comme thème, ce serait bien. Ben, on aime beaucoup le thème, hein. Attention. Après, n'arrivez pas, hein, on verra. Et ok, on veut en tout cas avec RMC pouvoir placer cette attraction à un niveau européen, à minima, voire mondial, ce serait super. Enfin bon, nous ne sommes que Walibi Belgium. La fin du loup, on a aussi décidé de la célébrer. Ouais. Avec un merch spécifique. Qui est déjà disponible dès aujourd'hui. Tu confirmes? Je reconnais effectivement bien ton esprit mercantile, et effectivement, il y a déjà une collection pour dire un peu au revoir à notre loup-garou. Et donc, pour l'information, ce sera disponible dans la WAB dès maintenant. C'est pour ça que c'était couvert sous un drap noir dès la sortie. Et il y aura aussi une boutique éphémère qui est présente directement à la sortie du Tiki Théâtre pour récupérer, si vous voulez, le pull, le t-shirt, et il y a des magnettes, etc. Toute une collection spéciale pour la fin du mois. Bon.
RMC, je crois qu'ils ont envie de parler de ça. Oui. On a déjà un visuel Ouais. ici de l'entrée de gare. Oui. Quand tu travailles par exemple sur un Dock World où on voit que la thématique a été encore poussée par un exotique, Oui. on peut s'attendre sur un festival à une thématique encore plus renforcée. Il y a toujours cet objectif d'aller encore plus loin. Alors, toujours une ambition, évidemment, d'avoir des décors qui sont encore plus léchés, plus réalistes. Et donc, je pense qu'on est déjà arrivé à notre niveau, évidemment, à un niveau qui est déjà relativement exceptionnel. Et quand on voit entre le Tiki Waka et Dock World les progrès qui ont été faits là-dessus, clairement, on peut encore attendre autre chose. Pourquoi je t'ai dit tout à l'heure, je vous ai dit tout à l'heure, on a certainement fait des erreurs. Chaque fois, ces erreurs sont prises en compte dans les nouveaux projets, ce qui permet de nous améliorer à chaque fois. Mais je suis sûr qu'on fera encore quelques bêtises sur ce projet-là, mais c'est pas grave. Globalement, il sera certainement ultra satisfaisant. Et donc, je te disais tout à l'heure, ben voilà, on voulait rester sur ce fameux concept du carnaval. On va rester sur ce concept du carnaval avec le char un peu emblématique qui est ici, hein, on voit, qui sera en fait l'entrée de la gare du coaster. Quelques informations. On en parlait un petit peu, si on pouvait comparer à un autre coaster. C'est quoi l'expérience qu'on souhaite proposer ici sur ce coaster au public? Alors encore une fois, là-dessus, je laisse à Julien toujours toute la latitude de m'épater dans un premier temps. Je pense que effectivement les derniers designs que j'ai vus sont plutôt sympas. À date, il y a quelques figures effectivement qu'on pourrait considérer comme des premières mondiales. On n'en dira pas plus que ça, je vous le dis tout de suite. Sinon, bon, voilà. Il n'y a pas plus de première mondiale, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas plus d'autres choses. Ouais, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas plus d'air chaud. Peut-être qu'il y aura des airtime un petit peu plus. Enfin, on sait pas. On verra. La vitesse, elle est celle qui est marquée là. Un parcours plus long que le Loup-Garou, 1231 mètres, va quand même falloir s'accrocher, les amis, parce que c'est un vrai beau parcours. Il est plus long, un petit peu plus long que celui du Conda d'ailleurs, hein, si je ne m'abuse. On est sur un record du Benelux avec cette longueur. Absolument, et au niveau effectivement de RMC avec qui on travaille, je ne sais pas si Steven est là ou pas, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas s'il est là. Est-ce qu'il est là? Steven Packin? Non? Where he is? Oh, Steven, how are you? This is one of... Enfin, c'est un des... Excusez-moi. Ici, on va vite en Twitch. Donc, voilà. Si vous avez des questions sur RMC, que vous parlez un peu anglais, Steven est là pour vous y répondre. Allez, hop. Donc voilà, Steven nous fait le plaisir d'être là avec nous aujourd'hui pour cette présentation. Donc c'est un vrai partenariat, on est super contents et c'est très enthousiasmant pour nous de travailler avec RMC, qui est pour moi une boîte de renom et qui va nous amener véritablement, on parlait de Conda tout à l'heure, je pense que l'RMC va encore nous amener un pas plus haut dans la renommée de Walibi Belgium. Je te propose de réagir maintenant à ces quelques informations. Simultané. Gare, embarquement, débarquement. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi l'objectif? Ah ben pour moi, tu sais, je ne suis pas un opérationnel pur jus, hein, comme tu le sais. Je viens plutôt du monde de la finance à la base. Donc moi, c'est capacité. C'est plaisir client. Plus vous montrez dedans, mieux je me sentirai. Vous un peu moins, mais
Mais globalement, le but, c'est véritablement d'amener une expérience, une fluidité à l'expérience et une capacité qui nous permettent effectivement, comme sur un Conda, comme sur un Mécalodon, d'avoir des débits de capacités qui sont véritablement importants. Et ce qui a demandé du coup aussi la destruction du 4D, j'imagine, c'est qu'on va être sur une assez longue gare, puisqu'on a 2 quais, un quai d'embarquement, un quai de débarquement, et ce qui va aussi permettre d'avoir le train qui arrive vite face à nous pour vraiment commencer l'expérience. Ben voilà, t'as tout dit. Une autre petite slide. Ça aussi dans la réflexion RMC, c'est de se dire, ben, en dehors du layout, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer de nouveau? Oui, et je pense que, alors là, c'est un peu un point de vue très égoïste, hein, c'est quand je m'assieds dedans, enfin, pour mon petit confort, donc c'est pas toujours très aisé hein, pour une personne comme moi, mais grosso modo, on veut là aussi amener de la nouveauté pour que nos clients, quand ils font le RMC, l'expérience elle soit globale, y compris dans le véhicule. Une drop 2 fois plus haute que la descente actuelle du Loup-Garou, ça je sais que c'est quelque chose qui a vachement étonné. C'est que les gens ont imaginé qu'un RMC allait suivre les courbes, et vous avez dit, on va faire complètement quelque chose d'inattendu, et revoir travailler sur un gros modèle avec un lift creux, en prenant un lift qui n'est pas du tout dans la direction. Ça aussi, c'est l'ADN Walibi d'oser et d'aller proposer quelque chose d'inattendu. Je crois qu'effectivement, il y a assez d'amateurs de coaster et de ce type d'hybride coaster dans la salle que pour savoir qu'à un moment donné, il faut quand même pouvoir se différencier. Et donc voilà, ça faisait partie effectivement aussi des critères quand on a discuté avec RMC du fait que oui, on voudrait quand même quelques éléments ou en tout cas quelques caractéristiques qui font que ce coaster par rapport à d'autres va pouvoir se démarquer. On a vu plein de créations sur les réseaux sociaux, dont celle de Blitz Coaster. Pour nous, c'est assez drôle à voir parce qu'on connaît le layout définitif. Et vous êtes nombreux à spéculer, à imaginer un peu ce qu'il y a à y avoir. Et pour le coup, c'est vraiment très bien fait. On peut leur confirmer donc que le layout à plat ne sera pas le layout final. Ouais, sinon c'est trop marrant ça. Donc, n'ayez pas de crainte, vous serez surpris. D'ailleurs, je propose quand même qu'on voit la première inversion. Ah, si tu veux. En on-ride. Mais... On pouvait s'attendre à une inversion assez classique comme on le voit, mais en fait à l'intérieur, on va avoir 3 changements de basculement, ce qui en fait là aussi un élément déjà inédit et jamais vu dans le monde. Absolument. Et donc on a vraiment essayé de créer, pas moi, de nous, les gens plus intelligents qui savent faire des choses très créatives, ont effectivement designé, dessiné l'attraction de telle sorte à ce qu'elle plaise à un large public. Un large public. Un large public. On peut déjà avoir un aperçu d'un rail à gauche qui nous fait comprendre que ça risque d'être assez tortueux. Oui, voilà, ce sont des photos qui m'ont été envoyées par Steven pour me dire, regarde,
là on y est, on a commencé un peu à travailler sur la bête. Donc, vous voyez, on est en 25. Pardon, 26, merci. Je vois que vous suivez et que mon cerveau, lui, ne suit plus. Donc on est en 26. Donc vous imaginez encore le temps qu'il faut jusqu'à 28. Hein, mais voilà. Si on veut faire quelque chose de bien, il faut qu'on soit en capacité de faire les choses correctement, avec professionnalisme, de telle sorte à ce qu'on puisse délivrer réellement une attraction qu'on espère être une des meilleures attractions d'Europe, voire du monde. Niveau timing, je vous laisse applaudir, pardon. Niveau timing, donc le Loup-Garou va finir sa saison jusqu'à Winter. Oui. Ensuite, on s'attend à une destruction à partir de quand et à quand l'arrivée aussi des RMC sur le parc? Alors nous, on va commencer la destruction à partir de janvier 2027. Donc après Walibi Winter, en fait, on va commencer à détruire le 4D parce qu'il va falloir y mettre une nouvelle gare. On va certainement aussi devoir, sur toute la zone du Loup-Garou, faire en sorte que les équipes de RMC puissent arriver et commencent à je dirais, enlever une partie du rail pour justement venir reposer une autre partie dessus. La zone, elle est en deux temps. On est ici sur la phase 2 de 2030. Pourquoi travailler une zone déjà en deux parties? Tout simplement pour deux raisons. Une raison technique qui était une difficulté de flux où il fallait quand même pouvoir faire en sorte qu'une des zones principales du parc ne soit pas complètement bouchée et donc devoir faire le tour du lac pour pouvoir... non, ça c'était pas possible. Donc il y a des raisons techniques qui font qu'aujourd'hui ça n'avait pas de sens. Et la deuxième raison est une raison plus pragmatique et financière qui fait qu'aujourd'hui, on doit être en capacité de pouvoir lisser cet investissement sur une période 2028-2030. Et la troisième raison, pour être très clair, c'est que nous n'aurions pas été en capacité de remettre un permis d'urbanisme pour l'ensemble du projet en aussi peu de temps. Donc on va commencer par la première partie qui est donc les deux gares, parce qu'en fait il y a une gare derrière qu'on ne voit pas mais qui est la gare technique et l'attraction. Dans la gare dans la gare principale, vous aurez l'occasion d'avoir déjà une boutique, d'avoir un tas de décorations qui vous mettront déjà dans l'ambiance. Mais la deuxième phase nous permettra de construire, je dirais, l'ensemble. Et la quatrième raison, je parle de deux, mais en fait il y a une quatrième raison, c'est que cette seconde phase va nous permettre aussi d'adjoindre des attractions plus familiales, puisque je tiens absolument à chaque fois à ce qu'on ait un coaster d'une certaine importance, et j'espère qu'avec le Conda, le RMC deviendra vraiment la deuxième, alors je ne les mets pas dans l'ordre quand je dis la deuxième, ou la seconde icône du parc, mais globalement, moi je veux que ce projet ait véritablement un caractère aussi familial, et on voit effectivement ici les deux tours de chute qu'on viendra placer pour la saison 2030. Le nouveau restaurant, ainsi qu'une halle, un peu à l'instar de ce qu'on a fait sur Dockworld, mais une halle qui sera plus fermée et qui nous permettra aussi de faire un peu d'animation dans cette halle, et qui a aussi pour objectif, parce que c'est je le sais, vous le savez certainement aussi, un des défauts du parc, c'est que quand tu es à ce qu'on appelait dans l'ancien temps la place de l'Europe, c'est-à-dire la place face à l'Aqualibi, tu as une vision quasi à 360 degrés de tout ce que tu peux voir sur le parc.
on essaye aussi par ces zones de pouvoir recacher certains éléments de telle sorte à pouvoir découvrir zone après zone. Et puis, tu parlais de ces nouvelles tours. Il y a aussi la réintégration d'une attraction qui est actuellement à Fun World. Oui. Ça avait déjà été fait sur le Conda, Oui. sur la zone exotique. Ça aussi, de reprendre des attractions, de mélanger, d'offrir une offre plus... Absolument. Moi, je suis convaincu que c'est très bien d'avoir des zones enfants, mais tu ne parviens pas à utiliser, ou en tout cas tu as des attractions qui sont sous-utilisées parce qu'elles ne se trouvent pas à la bonne place dans le parc. Je prends l'exemple de Kondala. Kondala, qui est juste à côté de Konda, a multiplié par 3 la fréquentation de l'attraction de par le fait qu'elle se trouve à côté de Konda. Donc j'espère que, et je vous le dis aujourd'hui, ce n'est pas une primeur, ce sont les Samba Balloons, donc Phoebe's Bubble pour ceux qui ont connu Phoebe's Bubble, qui vont être réintégrés aussi dans cette zone-là. Et après, On veut savoir. pour la prochaine vidéo, on propose un moment de recueillement. Je vais donc demander de baisser un petit peu l'éclairage et de garder le silence pour l'honorer. Octobre 2027, le loup-garou disparaît. Vampire! Le vampire. Mais le loup-garou a aussi disparu avant. Pourquoi ce choix? Pourquoi octobre 27? Pourquoi octobre 27? Tout simplement parce qu'on ne peut pas l'amener jusqu'à Winter, comme tu le sais, c'est une attraction qui a du mal, qui peine à pouvoir être opérée pendant les périodes de grand froid. Et donc elle n'a jamais été ouverte pendant l'hiver, donc on l'arrêtera effectivement en octobre 2027 pour pouvoir justement récupérer du foncier au niveau du parc et avoir certainement plein d'idées sur la suite du développement. Donc on ne peut pas en dire plus, mais on ne perd pas un espace pour rien. On perdra pas un espace pour rien, ça c'est sûr. Merci à tous de nous avoir écoutés.